Salut, c'est Marion Denis et vous écoutez Jeune et Brillant. Un podcast qui met en lumière les jeunes, leur parcours, leurs envies, mais aussi leurs moments de vie. Ici, on parle de tout, sans tabou, sans tabou, sans tabou, sans tabou, sans tabou, sans tabou. Jeune et brillant, jeune et brillant. Jeune et brillant, jeune et brillant. Najim, bienvenue sur Jeune et Brillant. Aujourd'hui, tu es avec nous pour nous partager ton parcours, un chemin incroyable qui t'a mené d'enfant placé à président d'une unité locale de la Croix-Rouge. 377 000, c'est le nombre d'enfants placés en France. 2000, c'est le nombre d'enfants qui sont à la rue. Alors derrière ces chiffres qui sont assez glaçants, il y a des visages, des histoires, des vies marquées par des défis, mais aussi de belles réussites. Tu es l'exemple même de cette résilience, cette détermination et de ce sens de la solidarité. T'as 23 ans, t'es le plus jeune président d'une unité locale de la Croix-Rouge. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours personnel ? Ouais, alors, désolé, il y a beaucoup d'émotions toujours quand je parle de ces sujets-là. Effectivement, c'est Najim, j'ai 24 ans, donc j'ai été placé de mes 6 ans à mes 18 ans. Okay. Alors j'ai fait plusieurs styles de placement, j'en ai fait 2. J'étais placé dans une famille d'accueil de mes 6 ans à mes 15 ans. Et de mes 15 ans à mes 18 ans, j'étais dans une structure qui s'appelle l'ULM, donc Unité La Maison, qui du coup accompagnait les jeunes sur la prise d'autonomie, sur comment gérer un appartement, comment gérer un budget, etc. Et à 18 ans, j'ai pris la décision de quitter ce parcours de la protection de l'enfance, puisqu'on peut prolonger jusqu'à 21 ans, ce qu'on appelle le contrat jeune majeur, ce que j'ai refusé, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué quand depuis tout petit on dépend de décisions d'un juge, et j'avais besoin de t'émanciper. De m'émanciper, exactement. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de cette période ça signifie quoi pour toi d'avoir été dans ce système justement de la protection de l'enfance ? C'est ce système de la protection de l'enfance, au début on le subit. On ne comprend pas parce qu'on n'est pas demandeur souvent de ce placement, c'est un juge. Du coup, c'est vrai qu'on le subit, on le comprend pas, et c'est là où les travailleurs sociaux ont une importance qui est primordiale, c'est de faire comprendre aux jeunes pourquoi il est placé et qu'est-ce que ça va lui apporter. Okay. Donc c'est vrai que moi j'ai eu une phase où effectivement je ne comprenais pas, où j'étais triste, parce que c'est vrai que c'est pas simple, quand t'as 6, 7, 10 ans, 15 ans, de pas avoir la même vie que tes copains dans la classe, parce que même si bon, t'essaies de pas te faire, entre guillemets, craver par les collègues, mais je veux dire, ça se sait assez vite, parce que ta mère, c'est pas ta mère, c'est ta famille d'accueil. Bon, en l'occurrence, c'était Jojo, donc on l'appelait Jojo. Ta mère d'accueil, c'était Jojo ? C'est ça, okay. Jojo et Denis, ouais. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué, et après j'ai grandi, c'est vrai qu'on m'a accompagné aussi à comprendre ce que c'était la protection de l'enfance, et après je me suis dit, mais pourquoi le subir, et pourquoi ça ne deviendrait pas une force ? Donc c'est quelque chose qui a mis du temps, c'est quelque chose où j'ai fait ça un petit peu en sous-marin, jusqu'au jour où j'ai Pauline du Ouest France qui m'a contacté, qui du coup a souhaité faire un portrait de ma vie, parce que c'est vrai qu'à côté je suis président de la Croix-Rouge, et j'étais jusqu'à il y a 6 mois le plus jeune président de la Croix-Rouge de France. Ah, jusqu'à il y a 6 mois c'est fini ? Oui, j'ai été battu par un collègue de Quimper, Benjamin. Ah, c'est en Bretagne aussi, Quimper. C'est ça. Que des Bretons. Que des Bretons. Et en fait, du coup, elle a voulu faire un portrait, donc c'est vrai que c'était compliqué, parce que moi, j'en parle ouvertement, mais dans ma famille, c'était potentiellement plus compliqué de dire que j'avais été placé. Okay. Donc j'ai mis du temps, il a fallu qu'on en discute, etc., jusqu'au jour où je me suis dit, mon histoire peut peut-être permettre à d'autres jeunes de mieux appréhender leur placement, et se dire que si lui il a réussi, pourquoi pas moi. Ouais. Donc du coup, je l'ai fait. Et ça a été lourd de rebondissements, parce que déjà la journaliste Pauline a mis 1 mois et demi, 2 mois à le rédiger, donc c'est vrai que ça a été un portrait qui a été fait avec le temps qu'il fallait, et quand il est sorti, à ma grande surprise, c'est que j'étais interpellé par des gens dans la rue, Ah ouais ? Parce que du coup, j'étais en une, alors j'en suis pas peu fier, mais avec Donald Trump et Emmanuel Macron sur la première page du Ouest France. C'est ça. Et du coup, les gens, en fait, ont reconnu ma tête, parce que bon, j'ai des lunettes rouges, on me reconnaît assez vite. Et en fait, c'est que j'ai des parents
d'enfants placés qui m'ont arrêté dans la rue, alors pas tous les jours, mais qui m'ont arrêté dans la rue pour en discuter. J'ai des jeunes qui sont venus me voir. Enfin, ça a été assez perturbant, moi qui suis quelqu'un qui vit plutôt dans l'ombre et qui aime pas trop me montrer. Là, les gens me reconnaissaient et venaient discuter avec moi. Ok. Donc j'étais très content parce que c'est ce que je voulais que ça fasse, dans le fond, c'est que ça puisse faire bouger un petit peu les choses. Et la preuve, parce que je suis avec vous aujourd'hui, j'ai été reçu par le président du département il y a pas longtemps. Donc c'est vrai que le sujet de la protection de l'enfance, c'est un sujet qui est devenu une de mes priorités, qui est hyper importante, parce que je pense que les jeunes, il faut qu'on les accompagne dès le début. Si on les accompagne pas ou on leur fait comprendre qu'ils sont moins que rien, c'est des jeunes qui vont avoir 18 ans, qui vont rentrer dans la délinquance parce qu'ils auront cette rancœur du système et qui vont se venger. Et en fait, on est tous, entre guillemets, complices si on n'accompagne pas ces jeunes-là de la délinquance d'aujourd'hui. Ok. Et toi, à 6 ans, tu te rends compte de ce qui se passe vraiment ? Non. Enfin, je m'en rends compte, oui et non. J'ai dans une famille d'accueil où on était très très bien. Je veux dire, on avait des bonnes conditions de vie, on ne manquait de rien. On avait une famille d'accueil qui était... Enfin, Jojo et Denis, ils étaient très très aimants. Enfin, vraiment, c'est qu'ils nous faisaient plaisir et malgré le budget qu'ils pouvaient avoir pour nous faire plaisir, la dotation qu'ils avaient du département pour leur métier... Ça représente combien à peu près ? J'ai pas le montant, mais ce que je sais, que ça n'a jamais été assez. Ça n'a jamais été assez, quand on est jeune, on a toujours besoin de plein de choses, et c'est vrai qu'ils mettaient toujours le complément, et ils comptaient pas, ils voulaient vraiment nous faire plaisir pour qu'on ne soit pas... Enfin, je veux dire, on s'habillait comme les autres, on n'était pas différenciés, parce que c'est vrai que le harcèlement commence par ça aussi, quand on n'est pas dans le moule, donc nous, on était vraiment des enfants comme tout le monde. Donc j'ai grandi avec... on a vu passer beaucoup de jeunes, mais la majorité, c'est qu'Anaël, donc Anaël qui a 19 ans maintenant, qui est arrivée, elle... avant moi, à 9 mois, donc on a vraiment grandi ensemble, c'est comme ma petite sœur. Ouais, ce que j'allais te demander. C'est comme ma petite sœur, et on est encore très proches d'ailleurs aujourd'hui, et c'est vrai que au moment de l'adolescence, j'ai subi, parce que c'est vrai qu'on comprend, déjà crise d'ado, comme tout le monde, et en plus, dans un système de la protection de l'enfance, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a envie de bouger, on a envie d'être tranquille, et ça marche pas comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que dans la globalité, je pense que ce qui a fait que j'ai bien vécu mon placement, c'est l'accompagnement de ma famille d'accueil et des éducateurs et des éducatrices que j'ai pu avoir sur le processus. Ok. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait, ça représente quoi d'être dans le système de la protection de l'enfance, à part être dans une famille d'accueil ? T'as un accompagnement à côté ? Ouais, tout à fait. En fait, il y a un accompagnement déjà qui est psychologique. On est suivi par des psys pour... nous... Et les parents, si c'est en lien avec les parents ou les grands-parents, parce que des fois, il n'y a plus les parents, c'est chez les grands-parents, donc il n'y a pas de profil type. Et c'est vrai qu'on est accompagné par un psy, on a un éducateur ou une éducatrice, il y a un suivi qui est assez régulier, et comme les décisions de placement, c'est des décisions de justice, on passe devant le juge des enfants. Alors la fréquence, moi, c'est tous les 2 ans, okay. Mais et c'est le juge qui décide ou non de la remise, que le jeune puisse ou non rentrer dans sa famille, en sachant que la priorité est donnée au jeune. Si le jeune il n'a pas envie de rentrer, il ne va pas être forcé. Ok. Et toi, quand tu sors de ce système, tu te sens comment ? Tu te sens plutôt... t'as eu l'impression d'avoir eu un bon accompagnement ou il y a eu des frustrations ? J'ai été très très bien accompagné. Après, c'est vrai que quand on est cocooné pendant 16 ans, et que du jour au lendemain, on se retrouve pas seul, parce qu'on m'aidait quand même, j'ai quand même de la famille, mais c'est vrai que quand il faut qu'on apprenne à prendre des décisions par soi-même, c'est vrai que c'est compliqué quand toute sa vie, on n'a pas forcément pris de décision. Ouais. C'est souvent des décisions qui... par exemple, le juge sur le placement, c'est vrai que c'est souvent le juge qui donne la décision, et c'est vrai que quand on sort un peu de ce cocon-là, ça peut être déstabilisant. C'est ce qui a fait que je suis rentré à la Croix-Rouge assez tôt, parce que je suis rentré à la Croix-Rouge à 16 ans, pour me créer un réseau, et ce qui a fait que j'ai moins subi, entre guillemets, ce passage. Ouais. Ok. Donc là, toi, quand t'es parti, 18 ans, t'as plus rien, quoi. T'es un peu... j'ai plus rien. Moi, j'étais en alternance, donc j'avais des fonds... Non, mais t'es plus rien, je veux dire, t'as plus aucune aide de... Non. Ok. Non. Ouais, c'est dur, quand même. Ça s'anticipe, moi, je veux dire... Quand on ne veut pas continuer le contrat jeune majeur, on prévient suffisamment tôt, et les éducateurs et éducatrices sont là pour nous accompagner quand même vers la sortie, okay. Pour que tout se passe bien. On nous dit pas du jour au lendemain, tu pars et tu te débrouilles. C'est qu'on avait quand même un accompagnement qui était administratif, etc., pour que tout se passe pour le mieux. Ouais. Ok. Et est-ce que toi, t'as toujours des contacts avec Denis et Jojo ? Oui.
Alors, j'ai toujours des contacts avec Jojo Denis. Alors, malheureusement, Denis est décédé il y a un an maintenant. Ouais, il est décédé. Enfin, c'est assez tragique parce qu'il est décédé d'un accident de vélo. Donc, c'est quelque chose. C'était très très dur parce que moi qui ne connais pas mon père, c'était un peu la figure paternelle que j'avais. Même si on n'avait pas cette proximité, entre guillemets, que je pouvais avoir avec Jojo, ma famille d'accueil. Mais c'est vrai que c'était très très dur. Et c'est un peu aussi pour ça que je m'investis sur ce type de podcast, sur des reportages, etc. Parce que c'est aussi les mettre en valeur. Parce que c'est des gens, enfin, moi c'est quelque chose, et j'en parle à chaque fois avec beaucoup d'émotion, c'est que Jojo, là, elle a la retraite depuis cet été. Mais en fait, elle ne vivra jamais la retraite qu'elle aurait aimé avoir, parce que du coup, elle a plus son mari. Alors que c'est les deux, ils ont donné leur vie pour nous. Et c'est quelque chose, moi, il y a beaucoup d'énervement qui soit parti, parce que je pense qu'elle avait tellement donné qu'elle méritait de pouvoir profiter avec son mari, et malheureusement, passera pas la fin de vie qu'elle souhaitait avoir. Mais je pense que du coup, c'est à nous, c'est important de les mettre en valeur et de faire tout pour qu'on entende parler d'eux, ouais. C'est triste, oh là là, ça me met trop mal. Ils ont eu beaucoup d'enfants placés ? Oui, alors il y en a eu beaucoup. J'ai pas le nombre exact, après c'est que souvent on était 3-4, quand des collègues de Jojo partaient en famille d'accueil, on montait à 5-6, mais c'était vraiment l'extrême, on appelait ça famille d'accueil relais, donc ils venaient chez nous pendant que la famille d'accueil était en vacances, mais en fait les deux seuls qui, entre guillemets, il y a un retour, c'est Annelle et moi, parce qu'on a passé beaucoup de temps et on est resté en contact avec Jojo, tandis que les autres sont partis et n'ont jamais donné de nouvelles. Ah ouais ? Ouais. Parce que tout le monde n'a pas ce même rapport, enfin tout dépend de l'histoire de vie aussi, hein. Je veux dire, personne n'avait de rancœur envers eux, mais souvent quand on re-rentre dans le processus familial, c'est toujours un peu gênant de parler à sa famille d'accueil, parce que c'est quelqu'un quand même qui était, enfin c'est comme une profession qui peut être intrusif quand même, mine de rien, donc il y a des gens qui ont préféré, je pense, couper les ponts, ouais. Ok, et est-ce que ta mère, elle avait le droit d'avoir des contacts avec ta famille d'accueil ? Tout à fait, bah oui, parce que c'était Jojo qui me déposait en visite, etc., donc il y avait un lien de toute façon, ouais. Ok. Et ça se passait bien, enfin, genre il n'y avait pas, par exemple, des rendez-vous mensuels, enfin, ils échangeaient ou pas ? Non, parce que souvent, enfin, je connais pas trop exactement l'organisation, mais de mémoire, c'est les parents passe par l'éducatrice et la famille d'accueil passe par l'éducatrice, c'est l'éducatrice qui va synthétiser. Il y a pas, enfin, elle pouvait parler en direct, mais souvent effectivement c'était des discussions avec les professionnels, ouais. Ok. Et toi, tu gardes des bons contacts avec ta mère ? Oui, tout à fait. Ouais, en fait, c'est que j'ai eu cette rancœur, parce que comme je disais tout à l'heure en préambule, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on n'a pas eu la même jeunesse que tous ses copains, mais je pense que j'ai un âge où je m'en sors plutôt bien, donc j'ai fait entre guillemets, il y a toujours cette part dans ma tête où c'est triste, mais en même temps je peux pas, enfin, on n'a qu'une seule vie, la vie elle est beaucoup trop triste, oui, et beaucoup trop courte, et non, du coup j'ai gardé comme de bonnes relations avec elle, enfin on se parlait encore, il n'y a pas de... Ok, et du coup tout à l'heure on disait que t'es super engagé, t'es président d'une unité locale en Bretagne, tu travailles aussi à côté, t'as un CDI. C'est ça. Comment tu fais ? Tout est question de calcul, après c'est que la Croche est une grosse boutique, hein, parce que nous, à Lorient, on est 138 bénévoles. Okay. Donc c'est vrai que c'est une grosse maison. Et moi, à côté, je suis manager chez Chronopost. Donc c'est pareil, c'est très chronophage. Après, on trouve toujours... Enfin, c'est l'avantage, c'est que j'ai une équipe qui m'épaule. Alors, c'est pas rose tous les jours. Et on veut toujours... Enfin, on attend toujours plus. C'est difficile. D'avoir des gens qui pensent la même chose et qui ont envie de s'investir autant. Mais c'est vrai que c'est une gymnastique à avoir et ça se passe plutôt bien, ouais. Ok. Et donc tout à l'heure tu disais à 18 ans tu rejoins la Croix-Rouge, c'est ça ? À 16 ans. À 16 ans ? 16 ans en fait, quand je suis arrivé à l'ULM, donc à Lorient, avant j'étais sur Languidic, je suis arrivé à l'ULM et je me suis dit je connaissais personne sur Lorient. Je vais à Languidic, petite campagne où tout le monde se connaît, la ville ça change. Et du coup, je suis arrivé à la Croix-Rouge et je sais pas pourquoi je suis arrivé à la Croix-Rouge, ça devait être destiné. Et c'est vrai que j'ai découvert des gens qui sont encore à la Croix-Rouge d'ailleurs et qui sont, je sais même pas comment les décrire parce que c'est des gens qui ont fait tellement pour moi et ça m'a permis de créer ce réseau, d'évoluer aussi, de grandir parce que c'est vrai que
Au début, on me faisait pas confiance. J'étais un peu le petit jeune foufou qui aime pas trop être au sérieux, etc. Moi, j'aimais pas l'école en plus. Enfin, bref, la totale. Et j'ai une personne qui m'a fait confiance. C'était Vincent. Vincent qui était DLUS à l'époque. C'était la période de Covid. Période de Covid qui était assez compliquée pour tout le monde, où la Croix-Rouge était hyper investie et il fallait des responsables de certaines actions. Et j'avais proposé mon aide pour coordonner avec 2 autres assos le centre de prélèvement qu'il y avait à la Nester. Et ça avait été validé. Je pense qu'il avait parié entre guillemets sur moi, voir si ça passe ou ça passe pas. Ça avait marché, et après j'ai géré avec l'hôpital le centre de vaccination pendant 2 mois. Je gérais la partie Croix-Rouge. Et derrière, en fait, j'ai montré ce que je valais. À 16 ans, t'étais dans le... Le Covid, c'était 2020, j'avais 20 ans. Ok. Ouais. C'était un gros truc, hein, quand même. C'était un gros truc. Enfin, c'était hyper enrichissant, malgré la tristesse de cette époque. Et j'ai grandi, j'ai monté les échelons. Après, je suis passé donc, à l'animation des équipes, où je m'occupais de tout ce qui était recrutement. Après, je suis passé secrétaire. Et arrivent les élections, où la présidente qui était en poste ne prolongeait pas, où personne ne se présentait. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi ? Je me suis lancé, j'ai été élu, et à partir de là, donc on m'a nommé au bureau, et je me suis dit, waouh, dans quel truc je me suis mis, quoi. Parce que c'est que T'as paniqué ? J'ai paniqué, parce que la Croix-Rouge, je compare souvent ça avec l'amicale des boulistes. C'est pas l'amicale des boulistes. Je veux dire, on gère quand même beaucoup de... Enfin, je veux dire, moi, quand je suis à la Croix-Rouge, il y avait 150 bénévoles à Lorient, il y a des véhicules, il y a une pression... Enfin, il y a aussi du budget, hein. Je veux dire, la Croix-Rouge, c'est une assoce qui a besoin d'argent pour fonctionner. Et en fait, ça a roulé comme sur des roulettes. C'est toi qui gère les budgets ? Ouais, avec mon équipe, hein, avec mon équipe et avec l'accompagnement des instances, etc. Mais c'est une équipe de combien ? Moi, au bureau, on est 8, donc avec secrétaire, trésorier, membre du bureau, vice-président, etc. Et on est aussi... j'ai eu cette chance, et vraiment, c'est une chance que je pense pas que ce soit partout pareil. C'est ma présidente territoriale avec qui je suis plutôt proche, Nathalie Touquet, qui m'a accompagné et qui, elle aussi, m'a fait confiance par mon jeune âge, alors qu'au début, moi, on me faisait pas confiance. Les personnes plus âgées que moi disaient « Najim va faire couler la Croix-Rouge, il va jamais s'en sortir. » Ah bah oui. En fait, c'est qu'il y a une image d'un milieu associatif qu'un président, ça doit être quelqu'un d'âgé retraité. Ouais. Je veux dire, c'est hyper cliché, mais c'est la réalité. Et moi, je suis arrivé là, j'ai cassé un peu les stéréotypes. Alors, j'ai pas été très délicat non plus, parce que du coup, j'ai eu une phrase qui m'a valu beaucoup de remords. C'est que j'avais dit une fois aux bénévoles, de toute façon, le futur de la Croix-Rouge, c'est nous les jeunes, pas vous les vieux. Ah ouais. J'avais pas été délicat dans mes propos. Dans le clash. J'aurais pu mettre un peu plus de forme. Mais la réalité, c'était ça. C'est qu'en fait, il fallait arrêter de casser les jeunes et les laisser évoluer. Parce qu'en fait, effectivement, c'est les jeunes comme moi qui prennent des responsabilités, qui vont faire grandir la Croix-Rouge. Je veux dire, quelqu'un de 80, 90 ans, il est plus sur la fin que sur le début. Ouais, donc, je veux dire, c'est pas lui qui va faire évoluer la boutique. Et il y avait aussi cette... Mais... Alors, je précise quand même qu'ils ont fait beaucoup pour la Croix-Rouge. Ouais. Souvent, c'est ce que je précise parce que ça peut être, mal interprété. Mais non, c'est ça. C'est que souvent, c'est des gens qui ont fait beaucoup, mais qui n'ont plus cette vision que nous, on peut avoir. C'est vrai que la société, elle évolue, les besoins évoluent, et c'est vrai que souvent, on n'est pas forcément raccord. Alors, j'ai pu me tromper. Je suis pas meilleur, mais c'est vrai que moi, j'ai la chance que dans le bureau, je suis le plus jeune. Ouais. Et j'ai que des personnes âgées avec... Enfin, âgées, elles vont me taper s'ils entendent ça, mais c'est plus âgées que moi. Et c'est vrai qu'elles ont... C'est la quarantaine, cinquantaine ? Oh, plus quand même. Soixantaine ? Oh, plus de 60, 70, Marie qui est un peu plus jeune, mais... C'est des seniors, quoi. Ouais, je dirais pas ce mot-là, mais... Quoi, ça se dit pas. non, mais c'est ça, et c'est vrai que du coup, ils ont ce recul où moi, je peux être des fois monter assez vite en pression, pas avoir de sang-froid, où ils vont plutôt me tempérer et me dire prends ça plutôt de cette manière-là, et en fait, c'est ce qui a fait qu'ils m'ont fait grandir, et avec le recul que je peux avoir aujourd'hui sur tout ça, ouais. Au final, tu as réussi à trouver un bon équilibre avec ces personnes ? J'ai réussi à trouver un très bon équilibre, et je pense qu'inconsciemment, ce que je fais à la Croix-Rouge, c'est une façon de remercier indirectement toutes les personnes qui m'ont aidé. Okay. Et du coup, c'est vrai que cet engagement, il est fort. Enfin, c'est vrai que les responsabilités à la Croix-Rouge, c'est quelque chose de chronophage, mais c'est que derrière, je trouve que c'est un dû. C'est quelque chose que je dois faire pour remercier les gens qui m'ont aidé. Ouais. Toi, tu le vis comme ça ? Ouais. Il y a justement un moment dans ta vie marquant où une personne qui t'a inspiré justement à
à aider les autres? Beaucoup. Ouais. Beaucoup, déjà Jojo et Denis, ma famille d'accueil, c'est vrai que, famille d'accueil, c'est quand même un métier où je pense que c'est un des seuls métiers où t'as pas de jour de repos. Que du coup, les jeunes, tu les as H24, 7 jours sur 7 chez toi, donc c'est-à-dire que tu les mets dans ta famille, tu les mets partout. Donc je pense qu'il y a ça, c'est vrai qu'eux, ils m'ont beaucoup, c'est un exemple. Et après, il y a des gens de la Croix-Rouge, comme Jean-Marc, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup secoué quand je suis arrivé à la Croix-Rouge, et qui le dit de temps en temps qu'il est fier quand même de ce que je suis devenu, parce que, ils le disent, hein, parce que Najim, quand il est arrivé à la Croix-Rouge, c'était différent. Et je pense qu'effectivement, c'est des personnes comme ça, comme Jean-Marc, comme Vincent, comme plein de bénévoles ou ma famille d'accueil qui m'ont servi d'exemple, et je leur dois ça. Je leur dois ça parce que c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance, et faire confiance, c'est quelque chose quand même qui est important. C'est tellement inspirant ton histoire, franchement, ça me touche de ouf. Je suis très émotive, désolée. Vas-y. Et toi, t'es en contact avec des enfants placés? Oui. Alors, je dis oui comme si c'était... je voyais tous les jours. Non, je suis en contact, oui et non. J'avais des contacts avec des personnes avec qui ont été placées avec moi. Maintenant, un peu moins. Parce que on avance aussi notre vie. Mais c'est vrai que j'essaye de trouver des approches pour entrer en contact avec des jeunes placés. Apporter des idées aussi. Je sais que quand j'ai été reçu par le président du département du Morbihan, David Lapartien, je lui ai aussi apporté, moi, ma vision de la protection de l'enfance, et ce qui allait pas. Et là où j'étais surpris, c'est super ça, en vrai. C'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que il est ouvert à la discussion, et on pourrait se dire, c'est un poste politique, on va nous dire oui, je suis d'accord, je comprends. Ouais. Et lui, en fait, c'est pas ça. On voit bien que c'est la protection de l'enfance, quand il en parle, c'est un sujet qui lui tient à cœur sur son département, où il met des moyens en place. Et les idées que j'ai pu apporter, il les trouvait plutôt intelligentes. Moi, je sais que j'ai soumis une hypothèse. Souvent, quand on est placé, on voit des psychologues. Les psychologues, ils sont tous psychologues pour la protection de l'enfance. Ah ouais, donc c'est-à-dire que c'est des professionnels, ils voient tous les jours des gamins qui sont placés. Donc, c'est leur spécialité, quoi. C'est leur spécialité. Et moi, je lui ai dit, pour moi, il faudrait prendre des gens de l'extérieur, parce que un psychologue, un professionnel qui est matrixé protection de l'enfance, il va pas avoir le même recul que quelqu'un de l'extérieur qui va pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Et il m'a dit que c'était une bonne idée. Ouais, c'est grave une bonne idée. Donc c'est vrai que je suis sorti de là très content, parce que j'ai eu l'impression, c'est que j'ai été entendu, et ça permet, moi, derrière, quand je vais pouvoir rencontrer, parce que c'est vrai que c'est ce que... je suis ouvert à la proposition, etc. Quand on me sollicite, c'est de pouvoir rencontrer des jeunes placés, voire des professionnels qui vont devenir famille d'accueil ou éducateurs, pour déjà leur montrer ce que c'est un jeune placé, parce que souvent... quand on est dans des écoles d'éducateurs, etc., les jeunes, c'est sur base de cas et c'est sur des feuilles ou en stage, mais ils n'ont pas de vrais jeunes face à eux. Et moi, je pense que tous les jeunes comme moi qui s'en sortent, ou même ceux qui s'en sortent pas, parce que je pense que ceux qui s'en sortent pas, ils ont peut-être beaucoup à dire aussi, devraient être plus investis dans ces problématiques-là, parce que... Parce que vous l'avez vécu, quoi. Parce qu'on l'a vécu, et deux, c'est un cercle vicieux, mais... la situation économique va créer de la précarité va créer de la tension va créer du placement, c'est un cercle qui est un peu c'est un cercle vicieux, et je pense qu'on a tous, anciens jeunes ou jeunes actuels, un intérêt à parler. Alors moi, j'en parle beaucoup en positif, parce que j'ai connu que du positif. Dieu sait qu'il n'y a pas que du positif dans la protection de l'enfance, hein. Je veux dire, il y a des gens très connus en France qui ont subi des violences, qui ont subi dans des familles d'accueil. Il faut aussi le dire, c'est pas rose partout, mais je pense que ceux qui ont du positif, il faut qu'ils le disent, et ceux qui ont du négatif, il faut qu'ils le disent, parce que c'est comme ça qu'on améliorera le système. Ouais, c'est sûr. Toi, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'avoir été stigmatisé ? Non. Non ? Jamais. Okay. Jamais, parce qu'on faisait en sorte qu'on soit pas stigmatisé. Ok. Et tout à l'heure, tu disais quand t'es arrivé à la Croix-Rouge, t'avais 16 ans, t'étais un peu foufou et tout. Tu dirais que t'étais un jeune un peu qui faisait des conneries ? Non, alors pas des conneries, mais qui aimait bien faire le con. Moi, je suis quelqu'un qui aime... toujours aujourd'hui, j'adore me moquer des gens, j'adore faire rire les gens. Je suis quelqu'un qui est good vibes, comme on dit. Et du coup, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui était...
qui aimait bien être chiant. J'étais vraiment chiant. Et je me suis canalisé. Je suis toujours aussi chiant. Enfin, un peu moins, mais, parce que j'ai grandi aussi, mais j'aimais bien être... Enfin, j'étais un peu relou. Ouais. Ok. Et comment t'arrives, du coup, à passer de ce jeune relou de 16 ans à président, et du coup, t'es obligé, de... Comment t'as fait pour te canaliser? Ben, je pense que la maturité vient assez vite. Alors souvent au début on nous dit oui, tu prends le melon, oui, si, Sérieux? oui. Ah oui, oui, ah bah oui, oui. Ça, c'est sûr, mais en fait c'est que c'est pas prendre le melon, c'est que quand on prend des responsabilités, T'es obligé, on quoi. va, enfin forcément on a une maturité qui va gaper d'un coup, parce qu'en fait on n'a pas le choix. Enfin moi la Croix-Rouge, je représente quand même la Croix-Rouge française, qui est quand même une grosse assos. Donc je me dois en fait d'être irréprochable, que ce soit sur mon comportement, sur ma façon de parler, sur toutes ces choses-là. Et c'est pas prendre le melon, mais c'est juste être respectueux de l'association. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu dirais que ton enfance en protection de l'enfance t'a permis d'acquérir certaines compétences que t'aurais pas forcément acquéries pour justement maintenant être à la Croix-Rouge? Totalement. Ça m'a pris la résilience. Ouais. Donc c'est la résilience, ça m'a pris l'écoute aussi, comprendre. Moi je sais que je suis quelqu'un, peut-être un peu trop parfois, mais j'aime quand il y a des conflits ou quand il y a des gens qui ne vont pas bien, j'ai tendance à peut-être me surinvestir, que j'ai envie d'aider les gens. Et c'est Ouais. quelque chose qui n'est pas inné, parce qu'on est dans une époque où depuis le Covid, les gens sont devenus très individualistes, où les gens Ouais. n'ont plus du tout envie d'aider son prochain. Et moi c'est quelque chose, ouais je pense que la protection de l'enfance m'a beaucoup aidé là-dessus. Ouais. Et sur aussi savoir d'où je viens, c'est hyper important. Moi je sais que malgré ma profession, malgré ce que je fais à la Croix-Rouge, malgré les interviews que je peux avoir à droite à gauche, je reste Najim et je sais d'où je viens. Et c'est hyper important. Je pense que c'est hyper important de garder les pieds sur terre et de se souvenir de notre parcours. Ouais. Et t'as eu des moments où... Parce que dans ton discours, quand même, t'étais hyper positif. Il y a eu des moments où t'as eu envie de... Enfin, je sais pas, des moments de down, de dépression ou... Meuf. Non. Ça c'est plus récemment, c'est vrai qu'avec la Croix-Rouge on a vécu à Lorient des moments très compliqués. On n'a Ouais. plus de locaux, on a fermé pendant 2 mois, on est dans des locaux provisoires, donc c'est vrai que c'était avec une procédure en cours, etc. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de lourd, où c'est vrai que j'ai baissé les bras à certains moments où la Croix-Rouge avait beaucoup trop d'impact sur ma vie perso, parce que du coup je faisais plus la part des choses. Et c'est vrai qu'on a envie de tout balancer par terre, parce que c'est vrai que c'est crevant, on a l'impression, et c'est compliqué de gérer des dossiers comme ça quand on n'est pas salarié. Autant qu'on est salarié, bon c'est notre boulot, on est là de 9h à Ouais. 17h et on le fait. Quand tu bosses à côté, c'est plus compliqué, donc c'est vrai qu'il y a eu des moments de coups de blues, mais à chaque fois j'appelle Nathalie, et la présidente territoriale, et elle me remotive, elle dit prends l'air, elle est très forte parce qu'à chaque fois elle arrive à me remotiver. Et je pense que ce qui fait que je suis encore à la Croix-Rouge aujourd'hui, parce que Dieu sait que certaines fois j'ai voulu arrêter, c'est en fait tous les gens qui m'accompagnent, déjà que ce soit tous les bénévoles, que ce soit les bénéficiaires, parce que c'est vrai qu'à Lorient on monte des fois des centres d'hébergement d'urgence, où quand tu passes 2 semaines avec des sans-abri, jour et nuit, tu crées du lien, donc ça il y a un attachement particulier. Et aussi les équipes support, comme Nadia, la responsable financière associative, qui nous accompagne sur toutes les questions financières, Sandrine, la secrétaire territoriale, enfin tous ces gens-là en fait qui sont salariés et qui donnent tout pour nous, bénévoles. Et je me dis, mais non, je peux pas arrêter. Je peux pas Ouais. arrêter déjà pour eux et en grande majorité pour les bénévoles qui m'ont fait confiance et les bénéficiaires aussi. Ouais. Justement, t'as l'air d'être quelqu'un de très sensible. Mm. C'est pas trop dur d'être aux côtés tout le temps de gens qui sont dans le besoin? Si, alors c'est très très dur. On arrive à faire la part des choses avec le temps, mais c'est vrai que c'est ce que j'expliquais il y a pas longtemps encore. Quand au bout de 15 jours, le centre d'hébergement d'urgence, on doit le fermer parce que les températures remontent. Ouais. Mais remonte, il fait pas 30 degrés, hein, il fait 12. il fait 12. Donc c'est vrai que c'est toujours un pincement au cœur, parce qu'en fait on a l'impression de les remettre à la rue. Mm. Et c'est vrai que sur le dernier centre d'hébergement d'urgence, ça a été très fort, parce que du coup avec une collègue, Jade, on a accompagné un bénéficiaire qui avait perdu son frère à des obsèques, et il ne pouvait pas y aller. C'était Hennebont, donc il y a 15 minutes en voiture, mais en vélo, il y a pour 45 minutes, 1 heure. Il voulait aller en vélo. Alors, j'ai dit, hors de question, on ne va pas aller en vélo, quoi. Et du coup, on est allé avec lui aux obsèques, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a tous les deux beaucoup touchés, parce que, Ah ouais, on était, mine de rien, on n'était pas bien en Croix-Rouge, hein, on était incognito, mais
c'est vrai qu'on avait fait quelque chose qui était fort de sens pour lui, parce il pleurait en nous remerciant, et sa famille nous a remerciés, alors que nous, ça nous paraissait tellement anodin d'accompagner quelqu'un aux obsèques de son frère. Enfin, anodin. C'est quelque chose qui était évident pour nous, et en fait, on s'est rendu compte de l'importance que ça avait eu pour lui et sa famille, et à tel point qu'on a même des gens de sa famille qui ont pris nos coordonnées parce qu'en fait, il donnait plus de nouvelles, il voulait savoir ce qu'il était pour l'aider. Alors, la vie a fait qu'il n'a pas voulu être aidé, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être aidés et qui préfèrent rester dans le secret, et ce que nous on respecte. Nous, on ne parle pas du tout des parcours ou de toutes ces choses-là, mais c'est vrai que c'est très c'est riche, et souvent, après les centres d'hébergement d'urgence, on pleure un petit peu, on a un petit coup de blues, ouais. Ouais. Non, ça a l'air intense, hein. Jour et nuit. Après, jour et nuit, le centre est ouvert jour et nuit, nous on bosse, donc la journée, donc souvent on y passait des nuits, mais c'est vrai que ouais, c'est intense parce que le soir, comme on dit souvent, le cœur s'ouvre, et du coup on a cette approche en fait, en discutant avec eux, on se rend compte que c'est des gens lambda qui sont arrivés là des fois, mais pour des histoires mais qui peuvent être réglées plus facilement, mais où c'est parti trop loin. Souvent, c'est des gens qui sont victimes, souvent, c'est des gens qui sont agresseurs. Enfin, il y a plein de profils. Et là, on est dans une époque où la précarité augmente et la population qui est précaire n'est plus la même. Moi, quand je suis arrivé à la Croix, on avait beaucoup de personnes de plus de 40 ans, très peu de femmes. Maintenant, C'est ce que j'allais te demander en plus. C'est ça, maintenant on a beaucoup plus de femmes, on a beaucoup plus de jeunes, on a beaucoup plus de jeunes issus de la protection de l'enfance, qui, eux, n'ont pas voulu, pour la plupart, rester dans ce processus ou n'ont pas accepté l'aide, parce que la rue, c'est quelque chose de très fort. J'avais discuté avec une psychologue qui expliquait qu'il y avait un psychologue qui avait fait une étude, et en fait il s'était mis pendant 2 mois à la rue. Vraiment, il s'était coupé de toute sa famille, il s'était mis à la rue avec les sans-abri. Bah, apparemment, ça a été très très dur pour lui de sortir de la rue parce qu'il y a une vie en communauté qui fait que tu es happé et t'as plus envie d'en sortir. Et il a fait ça quoi, comme une expérience ? Ouais, comme une expérience, et c'est à m'expliquer ça, et c'est ses collègues qui ont dû aller le chercher parce qu'en fait il ne s'en sortait plus, parce que du coup en fait et c'est là qu'on se rend compte de... Ouais. Ah ouais, mais c'est hyper... Et même nous on se rend bien compte au bout de 15 jours que notre vision des choses n'est plus la même. Alors on retombe vite sur terre parce qu'on a l'avantage, c'est que quand on fait des actions Croix-Rouge, on a cette casquette Croix-Rouge, donc on sait faire la part des choses, mais c'est vrai que c'est quelque chose, il y a une vie en communauté qui est forte, ils s'entraident, etc. Ouais. Ok. Et toi, t'arrives à gérer ta vie perso ? Oui. Oui, alors maintenant j'ai un boulot qui est plus prenant chez Chronopost, mais j'ai plus de temps libre à côté, donc du coup ça me permet Mais c'est quoi tes horaires du coup ? Moi je fais du lundi au vendredi de 6h30 à 14h30. Ok, et après à 14h30 tu vas à la Croix-Rouge ? Pas forcément, parce que maintenant j'essaie de prendre soin de moi aussi, de profiter un peu de ma vie, de profiter de faire des choses lambda, ouais. Tu dors un peu ? Oui, quand même, j'essaye. Et est-ce que tu dirais que ton enfance, elle a eu un impact quand même sur ta vie perso ? Je pense Positif ou négatif, d'ailleurs ? Elle a eu un impact positif parce que je pense que j'en suis éternellement convaincu. Je pense que si j'avais pas eu ce parcours, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que qu'est-ce que tu donnerais comme message à un jeune justement qui est placé, quel conseil tu pourrais lui donner qui a peur de pas s'en sortir, quoi ? Bah, je lui dirais déjà de pas être défaitiste. Parce que, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand on tombe, on se relève toujours. Quand on tombe, on est mort. Si on se relève pas, c'est qu'on est mort. Donc, c'est trop tard. Mais je pense qu'on a... il faut pas... Enfin, il y a beaucoup de professionnels... Enfin, il faut l'accepter. Mais les professionnels sont là pour aider, malgré le fait que des fois, ça peut être contraignant. Et... ouais, faut l'accepter et se dire que si d'autres... Parce que je viens, là, on parle de moi, mais je pense pas que je sois le seul jeune en France qui s'en est sorti. C'est sûr. Et je pense qu'il faut y croire. Il faut des fois se faire misère, mais il faut y croire et faire confiance surtout. Pas aux mauvaises personnes, parce que c'est vrai qu'on peut rencontrer des mauvaises personnes, ce qui n'a pas été mon cas, mais je sais que ça peut arriver. Mais il faut croire en soi et croire en ses rêves aussi beaucoup. Moi T'avais aussi, des rêves, toi ? Bah, alors... Oui et non, j'ai jamais eu vraiment de rêve, et moi j'ai toujours voulu, moi je me souviens quand j'avais 16 ans, j'avais fait des tests pour savoir quel métier je ferais plus tard, et ce qui sortait c'est qu'il fallait que je sois chef. Il fallait que j'aie un métier à responsabilité parce que je ne supportais pas qu'on me donne des ordres. Okay. Et moi en plus j'ai jamais été très bon à l'école, donc pour avoir des responsabilités c'est compliqué.
Et en fait, j'ai eu cette chance de rentrer à Cabesto, qui est pas très connu ici dans le coin, mais on est 2 en Bretagne et le reste est dans le sud de la France, où Sébastien Ménard, mon directeur, m'a fait confiance. Moi, Najim, de 22 ans, avec un bac pro commerce, en alternance, enfin voilà, me prendre en tant que responsable de rayon, en statut cadre, donc quelque chose qui est quand même pas anodin. Il m'a fait confiance, et j'en suis, enfin avec Étienne, et j'en suis éternellement reconnaissant, parce que je pense que si je peux prétendre maintenant à des postes comme à Chronopost où je suis manager, c'est aussi, alors la Croix-Rouge doit aider au niveau des responsabilités, mais aussi parce qu'on m'a laissé cette chance d'évoluer dans une entreprise en tant que responsable et de faire mes preuves. Donc c'est vrai que si j'ai cette reconnaissance, en fait, tous les gens que j'ai croisés sur mon parcours, j'ai une reconnaissance envers eux qui est incroyable, parce qu'ils ont tous cru en moi, ils m'ont tous fait confiance. C'est trop bien. Et c'est quoi tes projets pour le futur, là? Parce que si t'en as. Pour le futur, alors moi déjà, rester à la Croix-Rouge, parce que je suis un peu comme une bernique, hein. Même si je m'en plains de temps en temps, la Croix-Rouge, c'est hyper intéressant. Évoluer aussi à Chronopost, alors c'est récent, hein, je suis là que depuis 5 mois, mais c'est une société qui malgré le fait que ça soit très chronophage, et tout est timé, c'est un métier, moi je trouve ça hyper passionnant, et j'ai la chance de bosser avec une équipe qui est top, avec des responsables qui sont pareil. Enfin, c'est vraiment Chronopost, c'est un très... Enfin, moi je sors de formation de 2 jours, c'est impressionnant comme on se sent bien chez Chronopost. Et à côté, ça serait de la Croix-Rouge, développer des actions de la protection de l'enfance, voire peut-être un jour me lancer pas dans une carrière politique, mais dans une carrière en lien avec la protection de l'enfance. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui a un vrai sujet. Qui t'anime un peu. Ouais, totalement. Qui m'anime totalement. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai vu un psy qui m'a dit « Najim, tu devrais faire de la politique ». Alors du coup, c'est pas quelque chose qui m'attire, parce que je pense pas qu'il y a besoin de faire de la politique pour faire bouger les choses. Je suis éternellement convaincu. Mais effectivement, si un jour j'ai une opportunité de faire résonner mon parcours et d'accompagner des jeunes sur une échelle plus haute, je le ferai, ouais. Et tu vois toujours des psys, là, en ce moment ? Oui, alors ça peut m'arriver de temps en temps quand il y a des petits coups de blues, parce que je sais que la vie n'est pas rose tous les jours, hein. Donc ça peut arriver effectivement de voir des psys, et c'est vrai que malgré les 24 ans que j'ai aujourd'hui, il y a encore des traumatismes qui restent d'avant, donc c'est vrai qu'il y a toujours... j'ai cette maturité de me dire il faut que je me fasse aider. Ça fait comme si j'avais un problème de ouf, mais que j'en parle. Non, mais c'est bien d'en parler, je trouve. Mais il faut en parler, il faut rien garder pour soi, je pense, quand on a des blessures ou des choses comme ça. Ouais. Souvent, c'est quand même tabou pour les hommes, je trouve, encore, d'aller voir un psy. Parce que même là, t'as dit, ouais, on dirait que j'ai un problème de ouf et tout, mais non, en fait, tout le monde devrait aller voir un psy, prendre un peu. Et toi, est-ce que t'as envie d'avoir des enfants ? Oui. J'ai envie d'avoir des enfants et de ne pas reproduire, parce que souvent c'est un peu... c'est prouvé, hein, c'est que des personnes qui ont été placées, si le travail n'a pas été fait sur elles-mêmes, l'enfant va forcément être... Enfin, dans une grande majorité des cas, son propre enfant va lui-même être placé, parce que du coup elle n'aura pas eu les bases d'éducation, parce qu'elle-même ne les aura pas eues, donc elle ne pourra pas les retransmettre. Donc oui, moi j'aimerais bien avoir des enfants, parce que j'ai ce recul, et je sais... ce que je voudrais pour mes enfants. Je veux dire, quand je pense qu'on a vécu ce que j'ai vécu, on sait comment faire les choses, ouais. Ok. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce qui brille en toi ? Qu'est-ce qui brille en moi ? Ouais. Bonne question. Moi, je vois plein de choses qui brillent en toi, en vrai. Moi, je dirais la Croix-Rouge. Tu te verrais salarié à la Croix-Rouge, d'ailleurs ? Alors, non. Pas salarié à la Croix-Rouge, parce que je pense quand on a cette vision du bénévolat à la Croix-Rouge, la vision salariale n'est pas du tout la même. C'est vrai que c'est une grosse boîte, hein, la Croix-Rouge. Hein. Ouais. Donc non, sauf si un jour on me propose quelque chose et que ça m'intéresse, mais c'est vrai que moi je suis plus axé sur les postes sur le bénévolat. Par contre, effectivement, j'avais déjà dit au président national de la Croix-Rouge que je prendrais sa place un jour. Donc c'est un de mes challenges, mais non, mais rester bénévole, ouais. Ok, donc t'es ambitieux quand même. Bah il faut. Ouais, c'est bien. Bah, merci beaucoup Najim. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant.
Pour ne rien manquer de nos actus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux @verslhaut et sur notre site internet verslhaut.org. Bye.